Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un bon début d'année 2023. J'espère que ça se passe à ton goût. Alors pour moi, oui, ça se passe super bien. J'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien. Et là, c'est ma toute première vidéo de l'année. Pour ce premier sujet, j'ai envie de te parler d'un thème que je trouve capital. C'est l'argent. C'est sûr que dans la société actuelle, c'est très très difficile, voire il n'y a rien d'impossible, là, mais il y a des gens pour qui ça semble vraiment impossible de faire sans argent, à moins de vivre dans les fins creux de l'Amazonie ou du désert quelque part. Alors, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Donc, l'argent, c'est un objet symbolique qui permet des échanges, qui permet de faciliter les échanges normalement. Mais avant d'aller plus loin là-dessus, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est un survol de l'histoire de l'argent. Parce que, comme l'histoire, c'est une de mes grandes passions, et c'est aussi que je trouve que de comprendre le passé, ça aide à comprendre le présent. Alors, ça vient d'où l'argent? Donc, c'est super intéressant parce que souvent on dit, ah, avant qu'il y ait de l'argent, euh, le mode d'échange économique qui était utilisé, c'est le troc. Eh bien, il y avait autre chose avant le troc. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça, ça a été un point tournant dans ma vie pour comprendre vraiment les finances, l'économie et tout ça. Je te raconte. Donc, on retourne plusieurs milliers d'années en arrière dans le passé, même peut-être quelques dizaines de milliers d'années, à l'époque qu'on appelle la préhistoire. Tout simplement, on appelle ça la préhistoire parce que l'histoire se base, ce qu'on appelle l'histoire avec un H majuscule, se base sur des sources écrites, donc des textes écrits. Alors, tout ce qui s'est passé avant que l'écriture soit inventée, eh bien, on appelle ça la préhistoire, tout simplement. Parce que là, à ce moment-là, pour faire les recherches, il faut se baser sur autre chose que des textes écrits qui expliquent ce qui se passait. Alors, des objets, des ossements, etc. Des constructions. Donc, avant que l'écriture soit inventée, dans ce qu'on appelle la préhistoire, avant que le troc existe, il y avait une autre forme d'économie. Et pour moi, c'est la forme d'économie la plus magnifique qui existe. Qu'est-ce que c'était? C'était que dans chaque communauté, tous les individus prenaient soin les uns des autres. Est-ce qu'il fallait donner des choses en échange? Non. J'ai visité à un moment donné une communauté qui fonctionne sans argent en France. Ça s'appelle la communauté de l'Arche. Ça a été fondé par Lanza Del Vasto, qui était un ami de Gandhi. Et dans cette communauté-là, les gens fonctionnent sans argent et sans troc. Comment ça se passe? Ben, en fait, dans la communauté, il y a un menuisier, il y a un potier, il y a un horticulteur qui s'occupe de, du potager, des fruits et des légumes, qui s'occupe aussi de faire pousser du lin comme fibre pour fabriquer des vêtements. Il y a un atelier de tissage, etc. En fait, la communauté possède tout ce dont elle a besoin pour ses besoins de base. Et chaque membre de la communauté fait ce dans quoi il est bon, ce qu'il aime faire, ce dans quoi il a des compétences, pour contribuer à la communauté. Alors, si j'ai besoin d'une table parce que la mienne est brisée, ou si j'ai besoin de faire réparer ma table, je vais voir le menuisier. Je lui dis, est-ce que tu peux réparer ma table ou est-ce que tu peux m'en fabriquer une autre? Il va me dire, ben oui. Ou non, ben écoute, mais s'il me dit non, il va pas me dire non, un non définitif. Il va me dire, j'ai d'autres demandes d'autres membres de la communauté qui sont venus me voir avant toi, je vais répondre à leur demande avant de répondre à la tienne, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de lui donner des patates en échange? Non. Si moi je cultive des patates, ben quand il en veut, il vient m'en demander. Si j'en ai, je lui en donne. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour toute la communauté. C'est pas magnifique ça? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un membre de la communauté qui est malade ou handicapé, blessé ou fatigué, pas bien? Est-ce que le reste du groupe lui dit tu peux pas contribuer, crève de faim, de froid? Ben, jamais de la vie. Ça fait partie de la mission de la communauté de prendre soin de ses membres, même quand ils ne sont pas capables de contribuer.
De toute façon, c'est très rare qu'un membre d'une communauté ne peut jamais contribuer de sa vie. C'est Pour moi, je crois que c'est pas vraiment possible parce que c'est dans la nature humaine d'avoir envie de contribuer. C'est dans la nature humaine d'avoir envie d'être dans l'action, d'avoir envie de faire des choses, d'être créatif, de fabriquer des choses, de contribuer au bien-être des autres qui nous entourent. Ça, c'est la nature humaine. Quand les gens sont pas capables de faire ça, jamais. Un enfant qu'on jugerait paresseux depuis sa naissance, puis qui a jamais envie de se mettre dans l'action, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas naturel. Un enfant, c'est plein d'énergie. Ça a toujours le goût de bouger, d'inventer des jeux, de faire des choses, d'explorer. Et je pense que si on perd cette énergie-là avec le temps, c'est parce qu'on vit dans une société qui est malade, qui ne prend pas soin de notre vraie nature, qui ne prend pas soin de l'alimenter, de l'encourager, de la faire grandir, de la faire s'épanouir. Je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre des sociétés qu'on appelle primitives. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à une vie où on porte on n'utilise plus les technologies, on porte des vêtements très basiques, on vit dans des cabanes très basiques, et puis, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus saines dans ce mode de vie-là et qu'on aurait vraiment avantage à réintégrer dans nos vies. Alors ça, c'était vraiment le mode économique originel. Quand est-ce que le troc est arrivé? Quand il y a des communautés qui ont eu besoin de faire des échanges entre elles. Par exemple, différents villages en Afrique ou en Amérique ou partout sur la planète à l'époque, en fait, il n'y avait que ça. Différents villages qui, 1 ou 2 fois par année, se rencontrent pour une grande foire, puis pour troquer des choses ensemble. Il y avait des communautés qui avaient des spécialités, des expertises dans certains domaines et que les autres n'avaient pas. Alors les gens se réunissaient pour échanger. Et là, pour que l'échange soit équitable, comme c'est des gens qui se voyaient rarement, ou des fois qui ne se revoyaient plus jamais, eh bien là, les humains ont inventé le système du troc. Ça a duré pendant un bon bout de temps. Mais il y a un moment donné, le troc a ses limites. Parce que c'est sûr que, premièrement, si toi, tu as des truites, puis moi, j'ai des patates, ben peut-être que j'ai besoin de truites, mais tu n'as pas besoin de patates. Ou tu n'aimes pas les patates. Donc, ça crée des difficultés parce qu'il faut avoir besoin d'exactement ce que l'autre a à offrir. Et c'est là que les monnaies symboliques ont commencé à apparaître. Des objets qui symbolisaient une valeur X prédéterminée et qui permettaient d'échanger de façon plus fluide. C'était plus facile à transporter aussi, parce que transporter des poches de patates pour faire du troc, c'est lourd, c'est encombrant. Alors que, par exemple, en Afrique, ce qui a été utilisé, c'était les petits coquillages kauris, des tout petits coquillages. En Amérique centrale, chez les Aztèques, ce qui était utilisé, c'était les fèves de cacao. Il y a eu des endroits sur la planète où ce qui était utilisé, c'était le sel. Donc, des choses qui ont une valeur soit intrinsèque, soit purement symbolique et qui facilitent les échanges, facilitent le transport aussi de l'unité d'échange. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce qu'à une époque, il y a ce qu'on appelle les pièces de monnaie qui ont été inventées. Et ça fait pas très longtemps. Les pièces de monnaie en métal, les plus anciennes qu'on a retrouvées, dans des fouilles archéologiques, date de 600 ou 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années d'histoire humaine, c'est peu, 2600 ou 2700 ans en arrière. Les pièces de monnaie ont été inventées aussi pour faciliter les échanges. Et ce qui rendait la chose plus facile, c'est que le même métal avait sensiblement la même valeur partout. Donc, ça permettait d'élargir le champ des échanges, de voyager plus loin. Parce que c'est sûr que les coquillages ou les grains de café, ou de cacao, pardon, n'avaient pas nécessairement la même valeur pour une autre culture que pour
la sienne propre, alors que le métal, c'est quelque chose qui était utilisé pas mal partout sur la planète. Et la valeur de chaque métal était établie selon sa rareté. Donc, il y avait le cuivre qui était plus facile à trouver et à extraire. Et après, il y a eu l'argent qui avait un peu plus de valeur et puis l'or qui avait encore plus de valeur. Selon aussi, la valeur était établie selon sa rareté, mais selon aussi la beauté du métal. Par exemple, l'argent, quand il n'a pas été traité en alliage, ternit. Alors que l'or ne ternit jamais. Donc, c'est une des raisons pourquoi l'or valait plus. De fil en aiguille, donc, on a fabriqué des pièces de métal. Ça a duré quelques siècles, jusqu'à ce qu'on arrive au Moyen Âge, où là, les gens en Europe principalement voyageaient de plus en plus et de plus en plus loin pour commercer. Et là, le problème qui est arrivé, c'est que d'abord, les pièces de métal, c'est quand même lourd. C'est petit, mais c'est lourd. Et l'autre problème, c'est qu'il y avait des bandits de grand chemin qui pouvaient nous détrousser pendant qu'on voyageait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tout un système qu'on appelle la banque qui a commencé à se développer. Le mot banque est originaire du mot banc. Pourquoi? Parce que les premiers banquiers s'installaient dans des marchés, dans des grandes foires, avec un banc, et puis avaient toutes leurs devises disponibles sur le banc. Et là, les gens venaient, par exemple, arrivaient d'une autre ville, et chaque ville avait ses devises à l'époque, ou chaque petit territoire avait ses devises. Donc moi, j'arrivais, par exemple, de Paris, et j'arrivais à Vienne ou à Marseille, et là, c'était pas les mêmes devises, donc je pouvais aller voir le banquier dans la foire pour changer mes devises contre les devises locales. Le problème avec ça, c'est que justement, pour faire le trajet, les routes n'étaient pas sûres, il y avait des bandits de grand chemin, je pouvais me faire détrousser. Alors, les banquiers ont commencé à développer un système qu'on appelait des lettres de change. C'est pour ça que d'ailleurs que les banquiers à l'époque, on les appelait aussi des changeurs. Et le mot est resté aujourd'hui avec les bureaux de change. La lettre de change, qu'est-ce que c'est? En fait, les banquiers, c'était souvent des circuits de famille. Et c'était les membres de la même famille qui étaient à Paris, à Marseille, à Venise, à Rome, à Londres. Et donc, ils se connaissaient les uns des autres et pouvaient garantir un dépôt de pièces de monnaie. Alors, si moi, par exemple, je partais de Paris, je voulais aller à Rome, j'allais voir un membre de la famille de banquiers de Paris qui avait aussi un membre de sa famille à Rome. Et j'allais voir ce banquier-là à Paris, il me donnait une lettre de change. La lettre de change, c'est tout simplement une lettre qu'il adressait à son cousin à Rome pour lui dire, eh bien, une telle m'a donné tant de pièces d'or, et donc tu peux lui rendre la même quantité de pièces d'or. Ben, tout ça, évidemment, c'est un service qui se payait contre une rémunération pour le service en question. Donc, la lettre de change est l'ancêtre du papier-monnaie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, la lettre de change était garantie par des pièces en or. Et jusque dans les années 1970, l'argent en papier était toujours garanti par un équivalent en or dans les coffres des banques centrales des nations. C'est ce qu'on appelle l'étalon or. Cet étalon or a été aboli dans les années 70. Et là, ça a créé une problématique importante. C'est vraiment important de le comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur, parce que le métal a une valeur intrinsèque. Selon son poids, le métal a une valeur intrinsèque. Mais le papier n'a aucune valeur intrinsèque. C'est une valeur symbolique pure. Et maintenant, il n'y a plus de valeur intrinsèque rattachée à la valeur symbolique. Et ça veut dire que les banques centrales peuvent, si elles le veulent, fabriquer autant d'argent qu'elles veulent. Et c'est un peu ce qu'elles font. En fait, l'argent est créé maintenant à partir de dettes. C'est que chaque fois que quelqu'un fait un emprunt dans une banque, que ce soit un étudiant qui emprunte 500 $ ou que ce soit une multinationale qui emprunte des millions ou des milliards, chaque montant emprunté permet à la Banque centrale du pays, et c'est comme ça partout sur la planète, je te signale en ce moment, la Banque centrale a l'autorisation de fabriquer le même montant en devises. Alors, ce n'est pas toujours des devises
physiques en papier. Maintenant, c'est beaucoup des devises virtuelles. Je pense qu'il y a quelque chose comme 10% des devises qui sont réellement fabriquées en matière, en papier ou en pièces de monnaie, et tout le reste est virtuel. Wow! Ce qui est particulier, c'est que la banque nous prête de l'argent qui n'existe pas, qu'elle fabrique de toutes pièces, elle imprime même pas, elle inscrit un numéro dans un carnet de banque ou dans un compte virtuel sur Internet. Mais toi, tu le rembourses avec du vrai argent, ce prêt-là. Et l'argent pour rembourser l'intérêt de ta dette n'est jamais créé. La banque crée l'argent du montant de ta dette, pas l'argent du montant de ta dette plus les intérêts. Ce qui veut dire qu'avec ce système-là, la société ne peut que s'appauvrir. C'est impossible autrement. Alors, ça crée des grands problèmes sur le plan social et économique partout dans le monde. C'est vraiment important qu'on prenne conscience de ça puis qu'on commence à changer des choses. On peut recommencer à faire de plus en plus de troc. On peut recommencer à prendre soin les uns des autres en petite communauté, entre amis, entre membres de la même famille, entre personnes qui ont la même vision de la vie. Il y a même des communautés qui se créent de plus en plus. Les gens ressentent le besoin de recommencer à vivre de cette manière-là. Alors, juste prendre soin les uns des autres. Je peux t'offrir un service ou je peux t'offrir un objet que j'ai fabriqué ou un légume que j'ai fait pousser. Et puis moi, si j'ai besoin de toi, ben je te demande, puis quand tu es disponible, tu me rends service. Si j'ai besoin de toi, si j'ai jamais besoin de toi, ça sera quelqu'un d'autre qui va me rendre service. Ça tourne, c'est circulaire, c'est pas linéaire. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut essayer d'éviter le plus possible aussi d'emprunter avec intérêt. C'est très dommageable. Et c'est pas pour rien. Il faut que je te dise que dans toutes les religions du monde, le prêt à intérêt était interdit autrefois. C'est pour ça d'ailleurs que les banquiers en Europe depuis le Moyen Âge ont été principalement des juifs, pas parce qu'ils sont particulièrement passionnés, pas parce qu'ils ont des gènes qui les passionnent particulièrement pour la banque, mais tout simplement parce que dans toute l'Europe, les juifs étaient des parias pendant des siècles et ils étaient interdits, ils étaient considérés comme impurs par les chrétiens. Et ils étaient interdits de fabriquer de l'artisanat, de cultiver la terre. Tout ce qui touchait était considéré comme impur. Par contre, ils avaient le droit, eux dans leur religion, ils avaient interdiction de se prêter à intérêt les uns aux autres. Mais ils avaient le droit de prêter à intérêt à des non-juifs. Ce que les juifs appellent les gentils. C'est nous, ça. Les chrétiens. En tout cas, ça dépend à qui je parle. Il y en a sûrement parmi vous qui sont d'origine, qui ont des origines juives. Alors, les juifs avaient le droit de prêter à intérêt à des non-juifs. Mais les chrétiens n'avaient pas le droit de se prêter les uns aux autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les chrétiens sont allés demander des prêts aux juifs. Et puis, comme c'était le seul commerce que les juifs avaient le droit de pratiquer, eh bien voilà, ça s'est développé énormément. Et comme il y a eu régulièrement des purges, ce qu'on appelle des purges, contre les juifs, mais tout simplement, quand les juifs devenaient trop riches, les familles juives devenaient trop riches à force de prêter à intérêt aux chrétiens, puis à qui ils prêtaient, pas aux pauvres, ils prêtaient aux riches, aux nobles, aux rois. Et bien, de temps à autre, le roi disait, bon, les Juifs ont dû faire quelque chose de punissable selon la loi chrétienne, puis on faisait une razzia parmi les Juifs. Les rois raflaient tous les biens des familles juives. C'est pour ça que les familles juives se sont dispersées un peu partout en Europe. C'est pour se protéger de ces purges-là. Puis créer un réseau. Donc, il se faisait, s'il y a une famille qui se faisait purger en France par le roi de France, eh bien, les autres membres de sa famille, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, n'étaient pas touchés. Pas au même moment, en tout cas. Alors, ils pouvaient protéger le patrimoine familial comme ça. Alors, c'est intéressant de comprendre tout ça. Ça aide à comprendre pourquoi il y a tant de juifs qui sont dans le domaine de la banque.
Ça permet de comprendre aussi pourquoi on a vraiment la sensation, socialement, de s'appauvrir depuis quelques dizaines d'années. Eh bien, c'est pas une sensation, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, dans les mois qui vont suivre, on va te faire, moi et mon équipe, on va te faire plein de vidéos pour te parler de plein de sujets qui touchent l'argent. Et je vais te parler, entre autres, de plein de solutions potentielles pour sortir de ce cercle vicieux de l'appauvrissement et de l'argent-dette. Alors, j'espère que tu as apprécié mon petit survol historique. Et puis, ben, je te souhaite magnifique une magnifique fin de janvier. Et puis, au plaisir de te revoir bientôt.